dans notre carrière, on a eu plein de barrières. Au départ, on nous a dit « on ne sera jamais agent NBA ». On a tout fait. Et on n'a pas eu de numéro de la draft. Et on a eu le numéro de la draft. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. En fait, ce qui rend Victor unique, c'est déjà son intelligence. C'est quoi le challenge pour faire éclore justement ce talent? Pour matcher en fait cette exigence, il faut qu'on soit préparé. Pour être à la hauteur, à l'image du voyage en Chine, c'est être capable, alors qu'il pourrait être sur un yacht, les doigts de pied en éventail, à siroter des cocktails pendant l'été, d'aller avec les Shaolin, de s'immerger totalement. On est allé jusqu'à 32 millions quand même. Et 32 millions, Nicolas nous a appelés en me disant « Les gars, vous êtes sûrs qu'on refuse 32 millions parce que vous savez que je suis pauvre ?» Je m'en rappelle. Tu as quelques tips de négo? Chut, arrête d'en dire ça. On est obligé de transmettre. Hein. D'abord, on rêve autant que nos joueurs. On a réalisé beaucoup de nos rêves et qui donne envie à un joueur de nous confier son rêve. Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye sont les agents les plus influents du basket mondial. Ils accompagnent les plus grandes stars françaises en NBA, dont Victor Wembanyama. Partis de rien et sans parler un mot anglais, ces deux amis ont forcé leur destin. Leur histoire est tellement forte qu'elle a inspiré un film qui s'appelle Le rêve américain. Je suis donc allé dans leur bureau, à Paris, et à travers des boules à questions, on a parlé de plein de choses. Coulisses de la NBA, négociations avec les franchises et relations avec les joueurs. J'espère que vous allez passer un joli moment. Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye dans Joli Mindset, c'est parti! Merci d'être là, Jérémy et Bouna. Comme je disais, du coup, c'est un podcast jeune, créé autour d'une passion pour le sport et le développement personnel, avec des potes aussi, donc c'est une histoire de famille. On a envie d'emmener ce podcast très loin. Et notre créneau, c'est mindset et sport. Donc c'est un espace de bienveillance. Je t'ai préparé des questions, format boule à questions. Les questions qui sont en jaune, c'est pour l'agence, comme sport. Donc vous deux, vous pouvez tirer la boule et y répondre. Les questions en rouge, c'est pour Bouna. Et les questions en bleu, c'est pour toi, Jérémy. Explique-nous ce que représente vraiment le concept de 10 000 heures ou des 1 million de fois. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Ben, en fait, dans notre quotidien, avec ces joueuses et joueurs qui ont des rêves, très élevés, souvent de devenir les meilleurs au monde. On a quand même étudié avant ça, on a étudié un peu quelles caractéristiques communes avaient tous ces champions, tous ces grands athlètes, et on s'est rendu compte qu'il y avait une caractéristique commune, c'est une répétition, une expertise sur un truc. Des fois c'est 2, mais ça c'est les très grands champions, ils ont 1, 2, voire 3 trucs, 3 spécialités. Et on s'est rendu compte et en plus j'ai vu une histoire un jour d'une personne qui racontait le cycliste qui était champion du monde de cyclisme, qui avait fait je ne sais plus combien de fois le tour de la Terre, Dirk Nowitzki, qui est l'un des meilleurs de tous les temps, qui a shooté des millions de fois pendant toute sa carrière. Et finalement, on est arrivé à un concept, c'est que, voilà, on dit à un joueur, par exemple, si tu veux, par exemple, mettre la balle dans le panier, tirer et être efficient, il faut shooter 1000 shoots par jour. Et en fait, ce concept de 1000 shoots par jour, il a été fait pour justement hiérarchiser, d'avoir une méthodologie pour arriver au 1 million de shoots. Et quand on a 1 million de shoots, tu commences à être un expert. Et quand on pose la question, il y a très peu de joueurs. En combien de temps tu peux shooter 1 million de shoots? Très peu de joueurs répondent. Et il y a certains joueurs qui nous ont donné exactement le chiffre, comme ça, en 30 secondes. Devinez qui? Victor. 3 ans et demi, 4 ans? Voilà, il a dit en 3 ans et demi, je peux le faire, voire plus, parce qu'à mon avis, il a dû les faire en beaucoup moins de temps. Ok, parfait. Jérémy, à toi. En termes de mindset, qu'est-ce qui rend Victor Wembanyama vraiment unique? En fait, ce qui rend Victor unique, c'est déjà son intelligence. Ensuite,
sa capacité de travail. Ensuite, évidemment, son talent, couplé à sa taille, qui fait que, on va dire que, pour parler concrètement de mindset, c'est quelqu'un qui veut gagner et qui sait ce qu'il faut faire pour gagner et qu'il est capable de, effectivement, s'entraîner très 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 dur, malgré la souffrance, pour arriver à son but, voilà, de gagner. Et c'est quoi le challenge pour vous, pour faire éclore justement ce talent? Je peux rajouter juste une petite chose avant de répondre à ta question. Effectivement, cet été, on le voit revenir, parce qu'il voulait revenir en forme après son opération. Et on le voit s'entraîner, où après chaque entraînement, il court. Il court pendant 20 minutes dans la salle. Et là, c'est tellement impressionnant, parce qu'il se force. On le voit Il va pousser. dans ses derniers retranchements Il va dans jusqu'à vomir, quoi. Voilà. Jusqu'à être à la limite d'en vomir. Et ce caractère-là, c'est un mindset, en fait. C'est une manière d'être. Il veut être le meilleur partout. Donc, nous, pour matcher, en fait, cette exigence, il faut qu'on soit préparé. Donc, on passe beaucoup de temps à réfléchir. Il faut se challenger nous-mêmes. Voilà. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a des grandes exigences, qui a des attentes. Et à ce niveau-là de mindset, effectivement, il faut être à la hauteur. À l'image du voyage en Chine, où on se demande avant l'été de lui organiser un été différent, de sorte à pouvoir travailler des choses qu'il n'a pas l'habitude de travailler. Voilà, de travailler différemment, d'explorer des nouveaux concepts, des nouvelles façons de s'entraîner, à l'image des Shaolin. Et effectivement, quand on l'a vu, et Bouna l'a vu de visu puisqu'il l'a accompagné, c'est être capable, alors qu'il pourrait être sur un yacht, les doigts de pied en éventail, à siroter des cocktails pendant l'été, d'aller avec les Shaolin, de s'immerger totalement, de vivre comme eux, de dormir avec eux, de manger ce qu'ils mangent, puisqu'ils ne mangeaient pas de viande, c'était un menu, un régime végétarien. Et ça, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Et qu'est-ce qu'il est venu chercher là-bas? En fait, pour parler de mindset, lui, il veut être le meilleur. Il veut être le meilleur, et le meilleur partout, et le meilleur de l'histoire. Et surtout, il veut gagner. Et donc, pour ça, il faut travailler. Voilà, donc notre réflexion toujours portée sur le mindset, c'est aussi de le mettre en contact, de l'éduquer sur le mindset. Et donc, ce qu'on a fait l'été dernier, et qu'on va recommencer cette année, c'est de créer des rencontres avec des champions. Donc, il y a eu des rencontres, bien sûr, avec Tim Duncan et David Robinson, mais il y a aussi eu une rencontre épique avec Kevin Garnett. Et il y a aussi une rencontre que Jérémy... Pas une rencontre, carrément une semaine d'entraînement avec Hakeem Olajuwon. Voilà, Ouais. et c'est que des champions NBA. En fait, c'est intéressant aussi, c'est que Victor arrive dans votre portefeuille de joueurs à un stade où l'agence est mature. Quelque part, il y a aussi un joueur qui arrive fort. Au moment où on est prêt. Et une agence qui est prête à accueillir le truc. Autant, Donc le fit est bon là, ça clique bien. ouais, autant qu'on a recruté Tony Parker tout au départ, parce qu'on avait de l'ambition illimitée. On a essayé, on a tout essayé, parce qu'on voyait qu'il allait le faire, on voyait qu'il allait être le deuxième joueur français en NBA, le deuxième ou troisième, je ne sais plus d'ailleurs. Et donc Victor, il arrive à temps, au moment où on a accumulé tellement d'expérience sur les joueurs de grande taille. Avec Jérémy, on a géré beaucoup de joueurs de grande taille. Plus que n'importe quel autre agent, je pense. Je pense, parce qu'on a eu beaucoup de joueurs grands. Et on a rencontré donc beaucoup de problématiques de mobilité, de hanches, de pieds, enfin tous les problèmes des grands. Ok. Et comment on fidélise un mec comme Victor aujourd'hui? Je pense qu'il est... beaucoup d'autres agents le regardent, le draguent. Ça se fidélise naturellement. Je veux dire, nous, on a une relation qui s'est faite naturellement avec ses parents, avec lui. Je pense l'appréciation de notre travail. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, si vous faites le boulot, il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'effectivement, ils ont été démarchés et ils ont réessayé. Mais bon, je pense qu'ils se sont tous rendus compte qu'ils avaient perdu leur temps. Donc, à un moment donné, ils se retournent directement vers nous en se disant on ne pourrait pas collaborer, on ne pourrait pas... Mais voilà, donc nous, on n'a pas cette inquiétude-là. C'est-à-dire, à partir du moment où tu travailles,
Et à l'image de l'été dernier, le plan qu'on lui a mis en place, toute l'organisation qu'on met autour. Nous, ce qui est important de savoir, c'est que nos joueurs qui sont avec nous depuis très longtemps ont quand même un dénominateur commun, c'est l'intelligence. Et à partir du moment où ils sont intelligents, c'est souvent des joueurs qui vont aussi travailler dur, qui vont faire ce qu'il y a à faire pour durer dans cette ligue. À l'image de Nicolas, à l'image de Rudy, c'est des exemples. Evan, jusqu'à ce que malheureusement Thibodeau et l'organisation des Knicks en décident autrement, mais c'est des joueurs qui ont duré ou qui durent dans la ligue. Et ça, c'est pas un hasard. Des joueurs qui vous ressemblent aussi. Des joueurs qui nous ressemblent aussi, parce que quand ils ont vu justement le film, ces joueurs-là nous ont envoyé des messages qui étaient très, très, très émouvants. Okay. Voilà, pour reprendre ce que Jérémy dit, non, on ne travaille pas pour assurer, on travaille pour gagner, on travaille pour performer tel qu'ils veulent performer. Point barre. Okay. Question comme sport? C'est comme sport. Alors, c'est les jaunes. Jaune. Allez, je prends celle-là. C'est excitant, hein, c'est comme les cadeaux de Noël. Votre agence a traversé de longues années en redressement judiciaire. Comment on tient le coup et qu'est-ce qui vous a permis de continuer à croire à votre rêve? Bon, d'abord, avec cette passion illimitée qu'on avait, Jérémy et moi. Et qu'on a toujours. Voilà, qu'on a toujours. Avec cette ambition très grande et cette détermination d'y arriver quoi qu'il arrive. Pour nous, en fait, chaque étape difficile comme le redressement qui a duré 7 ans, c'était juste une étape. C'était juste une passade. Il fallait passer à autre chose. Il fallait finir positivement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est remis dans le droit chemin en termes de gestion. Et on a remboursé nos dettes petit à petit. Ça durait 7 ans. Et au bout de 7 ans... Puis ça nous a permis de mieux gérer aussi, parce que c'est aussi une réalité, même si on a dû prendre forcément des risques un peu démesurés par rapport à cette ambition NBA qui demande beaucoup de moyens et de prendre voilà, justement des gros risques financiers. Mais la réalité, c'est que ça nous a aidé, comme l'a dit Bouna, à grandir. Parce qu'en fait, tous ces échecs, tous ces échecs cumulés ou accumulés, c'est ce qui nous a fait grandir finalement. Et on a réappris, excuse-moi Antoine, on a réappris à gérer. Parce que quand toutes les semaines, tu dois aller au tribunal de commerce pour signer des chèques au greffe du tribunal à Versailles, bah, fatalement, ça te donne une rigueur. 7 ans. La rigueur, on l'a après. Ouais, bah vous, en fait, votre victoire, en fait, c'est d'aller d'échec en échec, en gardant un peu votre optimiste. Non, c'est pas notre histoire. C'est la commune histoire de tous les gens qui, entre guillemets, réussissent, parce que réussir, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Mais on va dire que tous ces champions qui ont gagné un titre, ils ont tellement souffert, tellement galéré. Et toutes ces personnes qui ont... J'ai vu une interview de Xavier Niel qui racontait combien de fois il s'était planté avant d'y arriver avec Free. Nous, c'est pareil. On a perdu beaucoup de joueurs. On a fait eu beaucoup d'expériences catastrophiques, dures, mais on s'est toujours relevé. En partant de plus loin. Voilà, sans se désunir. Voilà, on s'est toujours relevé, toujours remotivé, mais ça durait pas longtemps. Effectivement, il fallait qu'on pleure, mais on rebondissait vite. On rebondissait très vite à dire, bon allez, on va mettre notre énergie sur le prochain, surtout rassurer tous les autres pour leur dire, on va être derrière toi, on va redoubler l'effort. Ok. Bouna? Donc, je repasse au rose. Ouais, exactement. Ah, ça me plaît, ça. J'aime bien ce concept. Ouais, je mets du rythme parce que il y a 1 heure et je veux qu'on balaye pas mal de choses. Allez, on y va. Être agent, c'est aussi savoir dire au joueur ce qu'il n'a pas envie d'entendre, mais dont il a besoin. Comment tu as perfectionné cette compétence? Naturellement, je suis quelqu'un de très direct. Donc, j'ai voulu, et Jérémy est pareil, on a voulu être authentique et être vrai face aux joueurs. Et c'est comme ça qu'on a pu construire ces relations de grande
confiance. Et à un moment donné, je vous donne un exemple. Nicolas qui signe son contrat de 120 millions. Donc Charlotte. ensuite, ouais, Charlotte, donc on se pose après ça. Je sens qu'il y a un peu on se pose et un relâchement. Et donc je me rappelle très bien de l'image. J'ai dit, bon Nico, c'est quoi la suite? Elle me regarde. Je dis, voilà, t'es riche, t'as tout l'argent du monde, mais est-ce qu'on reste copains et c'est fini, on n'en parle plus, ou est-ce qu'on se remet au travail et on se met d'autres objectifs? Et ça l'a un peu choqué. Et il s'est remis au boulot et c'était reparti, quoi. Donc c'est notre rôle de pouvoir dire à nos joueurs ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre et de manière super cash, quoi. Est-ce qu'il y a un équilibre entre dire la vérité, quitte à perdre le joueur ou à créer une distance, et aussi protéger le joueur et peut-être lui dire la vérité, mais à moitié ou différemment, quoi? Oui, il y a un risque, mais nous, on est authentique, on veut rester de nous-mêmes. Moi, je me rappelle un échange avec Evan, où je disais à Evan, écoute, il faut que tu fasses un choix entre tout ce que tu veux faire et mettre une hiérarchie. Et j'ai dit, mais voilà, quoi, t'es à côté de la plaque, je lui disais ça, quoi. Et à un moment donné, il s'est levé, il m'a dit, mais ta gueule! Et au moment où il me dit ta gueule, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a une vraie écoute de sa part, parce qu'Evan, c'est un énorme travailleur, et tous les énormes travailleurs, il y a une petite arrogance. On a une petite arrogance en nous, parce qu'on travaille énormément, et des fois, on a l'impression de tout savoir. Et on a tort, parce qu'il faut toujours garder une écoute, en fait, ou en tout cas aux gens qui sont proches et qui nous disent la vérité. Tu le travailles, ce truc-là, ou pas? Non, c'est naturel. C'est naturel. Ah, on veut être nous-mêmes. En fait, on joue pas un rôle, quoi. Tous les jours, on se lève, on est nous-mêmes, quoi. Donc là, t'as nos vraies personnes. Et c'est vrai qu'on a eu souvent cette discussion-là parce que l'un ou l'autre qui disait qui était parti pour dire la vérité à un joueur, on savait qu'il y avait de toute façon ce risque et cette épée Damoclès qui nous pendait au-dessus de la tête. Mais on l'a tout le temps assumé et effectivement, on a perdu, je pense, pas mal de clients En étant trop direct. Ouais. en étant trop direct. Mhm. Ok. Question, Jérémy? Moi, je suis sur les bleus. Ouais. On va y arriver. Qu'est-ce que les gens sous-estiment le plus et qu'est-ce qui est le plus dur dans ton quotidien? Alors, je pense que le plus dur dans mon quotidien, en ce moment, c'est de ne pas pouvoir aller au sport. Le plus dur, c'est d'avoir aussi arrêté le basket quand on s'est lancé avec Bouna, parce que ça, c'était une vraie souffrance de se dire ce qu'on aimait le plus et ce qu'on a fait le plus pendant 10 ans au préalable, c'était de jouer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Mais le plus dur dans mon quotidien, c'est, je dirais, c'est aussi de pas peut-être avoir assez de temps avec les miens, les proches. Ces sacrifices qu'on fait depuis des années, c'est aussi pas prendre le temps des fois de faire autre chose ou simplement de se poser parce qu'on est on est en même temps, on a un côté on est hyperactif et c'est comme ça, donc voilà. Et comme il y a la passion derrière tout ça, est-ce que quelque part, des fois, il y a peut-être un burn-out qui est arrivé où tu as senti des signaux où tu te dis là, il faut que je ralentisse? Comment tu gères ça? Parce qu'en fait, tu travailles tout le temps. C'est vrai que le danger de la passion, c'est de ne pas te mettre de limites. Et c'est vrai que de ne pas se mettre de limites, à un moment donné, c'est dangereux parce qu'on a vu des états de fatigue et on a plein d'anecdotes là-dessus où je voyais, quand on a démarré avec Bouna au bureau, dans notre premier bureau, doigt de fée, où il tapait sur le clavier, puis on s'endormait, il était 2h, 3h du matin, puis j'entends les doigts de Bouna qui ralentissaient sur les touches. Clic, 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 clic. Et puis ça s'arrêtait comme ça. Et puis, voilà. Coup de coude. Bouna. Mais on a tellement d'anecdotes comme ça. Alors évidemment, ça a été dangereux aussi, parce qu'une fois en voiture, alors moi ça m'est arrivé, mais ça nous est même arrivé à deux. C'est-à-dire que même dans la dynamique, quand tu es dans une fatigue extrême, on était quand même très proche du drame. Des catastrophes. Voilà, du drame. Moi, une fois, je rentrais chez moi, j'étais à 2 km, mais j'arrivais plus à avancer, je tapais les trottoirs parce que je suis trop fatigué, je me suis arrêté et j'ai dormi dans la voiture pendant 2 heures. Je me suis réveillé après, elle me disait putain, il faut que tu rentres chez toi parce que ma femme elle devait être inquiète, elle a dû m'appeler plein de fois. Mais ça nous est arrivé plein de fois d'être à la limite effectivement du burn-out ou voire de la catastrophe, quoi. Jérémy, c'est chaud pour lui, quoi. Et puis même, moi je le vois, parce que je peux me réveiller. Si je regarde pas les matchs en live, je vais
à minima regarder les stats au moins 2 fois pendant la nuit. Et ça rend fou ma femme parce que souvent, ça peut la réveiller ou ça la réveille tout simplement. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est vrai c'est la passion qui prend toujours le dessus, On veut malgré la tout. passion jusqu'au bout. Ok. Question comme sport? C'est pour moi cette fois-ci. C'est pour toi? Non, c'est pour moi. Non, c'est à moi de l'ouvrir. C'est pour moi. On est dans un sport collectif. Comme quoi, on se prend au jeu. Hein. Ok. Je croyais que c'était à moi. Je croyais que c'était un... C'est moi qui l'ai ouverte, la question comme Ouais. sport précédente. Non, vas-y. Ah, c'est bon, vas-y alors. Vas-y. Avec grand Tiens, j'ai plaisir. ouvert la boîte pour Avec toi. grand plaisir. C'est un cadeau, allez. J'ai ouvert ton cadeau. On se sent dans un film, On sent dans le film. on sent dans le film une vraie intelligence du binôme, cette capacité à savoir quand parler, quand s'effacer. Comment s'est construite votre complémentarité? Très naturel. Jérémy a plein de qualités que je n'ai pas. J'ai plein de qualités qu'il n'a pas. Et en fait, cette complémentarité, elle s'est faite naturellement. Il faut nous voir quand on démarche des joueurs, qu'il y a des parents, etc. À deux, ça glisse, quoi. On sait quand je dois parler, quand lui doit parler. Ça s'est fait naturellement. On n'a jamais défini un cadre où c'est toi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. On arrive à... C'est toi qui parles de ça, c'est moi qui parle Voilà. de ça. En fait, c'est exactement tout. Ça se fait de façon fluide et naturelle, en fait. C'est ça qui est. C'est à l'image de notre relation et de notre binôme. Ce qui est bien, excuse-moi encore de t'interrompre, c'est que, en fait, full package, là. Donc, les mamans, les papas, les joueurs, ils aiment bien, des fois, l'énergie, le feu, c'est Jérémy. Des fois, les mamans, elles aiment bien. La sagesse. Voilà, c'est moi. Et en fait, finalement, on arrive à trouver, bon équilibre. tout ce qu'on recherche, en fait. Ouais, et du coup, ça clique bien parce que vous présentez pas mal de qualités en commun. Et du coup, il n'y a pas. Certains joueurs NBA ont des agents principaux et secondaires. Vous, il n'y a pas cette posture-là face aux joueurs. C'est chacun gère son affinité avec le joueur, la dispo. Et naturellement, il y a des joueurs qui vont toujours appeler Jérémy pour certaines choses et ils vont m'appeler pour d'autres choses, mais c'est naturel. Ils ont senti qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir chez lui et chez moi. Voilà, de temps en temps, on se coordonne aussi pour se dire, tiens, passe-lui un coup de fil. Et donc, vice-versa, d'accord? Ou on aborde un sujet que éventuellement je n'aborde pas seul. Par exemple, je dis à Jérémy, tiens, redouble le message pour que ça passe vraiment, parce que je sais que des fois, il y a des affinités qui sont plus fortes d'un côté ou de l'autre. Puis en égo avec des franchises ou des joueurs aussi, d'avoir à la fois un agent et puis par moment l'autre, et des fois les deux, ça crée aussi des armes en plus, quoi. Ouais, écoute, en tout cas, ce qu'on montre, c'est qu'on est unis pour le joueur et qu'on est là dans tous les cas. Mais dans tous les cas, on est là pour lui et qu'on a plus ou moins les ressources pour trouver les solutions à tous les problèmes ou à toutes les situations. Ok. À toi, Bouna. Je vais au jaune ou... Non, toi, Non, rose. tu pars sur le rose. Ok. On a dû rater un truc, selon moi. Alors, raconte-nous la négociation qui a vraiment changé ta vie d'agent. Ça, c'est sans aucun doute la négociation de Nicolas Batum en 2012, qu'on voit bien dans le film. Cette négociation-là, en fait, elle marque un tournant. Tu sais, dans notre carrière, on a eu plein de barrières. Au départ, on nous a dit qu'on était illettrés, alors que c'est pas vrai. Après, on nous a dit qu'on était agent de banlieue, qu'on s'occupait, qu'on s'occupait que d'une certaine catégorie de joueurs. C'est pas vrai. Ensuite, on nous a dit que d'abord, qu'on ne serait jamais agent. D'accord. Deuxièmement, qu'on ne sera jamais agent NBA, parce qu'on ne connaissait même pas 5 general managers en NBA. Non, pas 5 villes. Voilà. Qu'on n'aura jamais de joueur NBA, parce que c'est trop compliqué de compétir contre les grandes agences. Et puis au final, on nous dit, voilà, on n'a jamais eu de joueurs draftés. Ensuite, on n'a jamais eu de joueurs dans le top 10. Ensuite, on n'a jamais négocié de free agency. Et on n'a jamais négocié de max. On n'a jamais négocié de supermax. On a tout fait. On n'a pas eu de numéro de la draft. Et on a eu le numéro de la draft. Donc, mais c'est pour revenir sur cette négociation de 2012 de Nicolas. C'est les JO. Il y a cette contrainte de JO. Nicolas veut jouer aux JO. On est au mois de juillet. Il y a beaucoup de choses à faire avec des assurances, etc. Nico est pressé pour aller jouer le match le 15 juillet contre l'Espagne.
il veut absolument jouer le match. Finalement, il a joué le match et on était en panique parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de contrat signé. Si Nico se blesse, c'est mort. Voilà. Donc, c'est notre premier test de free agency. Donc, c'est le premier. Et là, nous, les agents français qui n'ont rien à faire là-bas aux États-Unis, on se plante, on est mort. Voilà, ça veut dire qu'on a échoué. Ils allaient dire, bah, tu vois, je vous avais dit, ils savent pas ce qu'ils font, ils n'ont rien à faire ici. Eh ben, on a mis toute notre énergie et dans la difficulté, parce qu'il y a eu une offer sheet de Minnesota à Nicolas qui a été rejetée par la Ligue. Et là, tous les agents ont appelé Nicolas et sa copine pour dire, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'auraient jamais dû envoyer cette offer sheet. Mais nous, on n'a rien envoyé du tout, c'est le club qui a envoyé. Voilà, et à ce moment-là, Nico, donc l'offer sheet était de 53 millions. D'accord? Donc on avait un accord, 53 millions. Et entre-temps, Nico, il dit, non, moi je veux jouer ce match le 15 et je veux signer mon contrat. Qu'est-ce qu'ils ont? D'accord? Et là, on dit, ben, donc j'appelle le club et je demande, et le club me dit, d'ailleurs c'était David Kahn, mon interlocuteur, qui dit, j'ai 46,5 disponible maintenant. Donc finalement, j'ai dit, écoute, finalement, on ne peut pas perdre de temps, on y va pour 46,5. Et 46,5 sur 4 ans, c'était le plus gros contrat de l'été devant Stéphane Curry, Gallinari, Ty Lawson. Et... Il est beau. Et c'est quoi le plus dur? C'était de convaincre Nicolas ou la franchise? Parce qu'il y a aussi cette dimension chez vous aussi de convaincre à la fois le joueur et à la fois la franchise. Bah, c'est les deux. À ce moment-là, Nicolas, on n'a pas de doute par rapport à lui, parce que Nico a toujours montré les signes de clarté par rapport à la loyauté qu'il nous a montré. C'était exceptionnel. Voilà, c'était plus la situation de temps. Voilà, il s'est passé une chose, c'est qu'à un moment donné, on négocie. Je rentre dans la salle, je crois qu'on va parler chiffres, et pendant toute l'interview, tout l'échange, on parle zéro de chiffres. Voilà, donc je rentre, Nicolas il me demande alors. Je lui dis, écoute, j'ai pas d'offre. Voilà, donc le lendemain, on est censé parler de chiffres. Et là, toute la nuit, on n'était pas bien. On n'était pas bien, il fallait, qu'est-ce qu'on fait? Et le lendemain, on est censé parler de chiffres. Et là, nous, on a décidé de ne pas parler de chiffres. Et là, on a réinversé le stress. Voilà. Et le troisième jour, il y avait plein d'articles partout, Batum ici, Batum là. Et Minnesota nous disait, bon, si vous avez d'autres offres, qu'est-ce que vous jouez à quoi? Si vous avez autre chose, il faut nous le dire. On ne va pas perdre de joueurs, etc. Bon, on a finalement eu cette offre. T'as gagné du temps et tu as renversé le temps chez toi. Exactement. Tu as quelques tips de négo, des choses sur lesquelles tu déroges pas? Patience. Jamais fait la première offre. Chut, arrête d'en dire trop. On est obligé de transmettre. Hein. Dans 10 ans. Voilà, donc ouais, c'est des concepts et être préparé. Parce que la valeur d'un joueur, ça veut dire quoi? Ah ouais, j'ai les réponses, hein, mais il faudra plus qu'une heure pour ça. Tu as des gens derrière qui te envoient les stats. Nico, sur un terrain, c'est très bon, c'est ça, les joueurs sont meilleurs. Tu as des choses, tu as des data en fait, qui permettent d'être prêt le jour J. Ouais. Donc on contracte avec une société analytique donc, qui nous analyse les stats du joueur, les comparaisons selon nous aussi. Donc on compare Nicolas à plusieurs autres joueurs. Et Nicolas, à l'époque, c'était un joueur qui avait des stats super rentables en donc points, passes, rebonds. C'était du très haut niveau et des pourcentages aussi. Et donc il était très bien classé en fait au niveau statistique. Donc préparation, patience. Il faut être préparé. Et jamais ne faire la première offre. Ouais. Il y a plein d'autres choses sur la négociation, mais ça nécessite de faire Après, un podcast. C'est aussi l'expérience, je pense, la négociation. C'est aussi, Et l'expérience. Voilà, donc à cette époque-là, on n'a pas beaucoup d'expérience. En tout cas, ce niveau NBA, là, c'est notre premier free agency. Donc là, et donc il y a l'effet aussi pression psychologique. Parce qu'on ne peut pas se planter. Il nous a fait confiance pour sa vie. Ouais. C'est le premier contrat de sa vie. Avant ça, en janvier, on a une offre en janvier, parce que Portland pouvait lui proposer un contrat avant février, pour le signer avant la fin de l'année. Et on est allé jusqu'à 32 millions quand même. Et à 32 millions, Nicolas nous a appelés en nous disant « Les gars, vous êtes sûrs qu'on refuse 32 millions? Parce que vous savez que je suis pauvre. Hein. » Je me rappelle. Et là, on prend une position qui est dure à prendre. Hein. 32 millions. Et on estimait que sa valeur était supérieure. Il s'est avéré qu'on avait raison. Est-ce que tu appelles des agents quand c'est comme ça, quand tu commences ce métier, des agents qui sont en place pour demander conseil? Vous parlez entre vous ou pas, juste pour... Oui, moi il m'est arrivé d'appeler l'agent de Giannis. C'était plus tard.
sur le contrat Supermax. On se connaît. Je l'ai consulté et il a rigolé. Je l'ai appelé, je dis ouais, je veux savoir comment tu as géré le contrat de Giannis, parce qu'il avait déjà finalisé. Et il m'a fait, tu te moques de moi, genre t'es plus fort que moi et tu m'appelles pour me demander. Mais en fait, j'ai appelé vraiment pour apprendre, quoi. On a parlé pendant 15 minutes, j'ai appris des choses. Et je pense que c'est bien de garder de l'humilité et d'apprendre, continuer à apprendre parce qu'on a toujours à apprendre. Et Jérémy, à toi, bleu. Ça va être une bonne question, ça. La meilleure. Je mets un panier comme ça. Quel est ton plus bel échec, celui qui t'a fait gagner par la suite? Oula, elle est dure cette question. En fait, des fois, dans ce métier-là, tu te rends compte que tu donnes beaucoup de temps à des personnes qui te le rendent pas forcément bien, et que tu peux être aussi dans une relation assez tendue, presque toxique. Et finalement, des fois, d'en arriver à une séparation, c'est un mal pour un bien. Et ça te permet de mettre ton énergie, qui sera beaucoup plus positive, puisque tu n'auras pas cette énergie négative qui va te polluer, et tu la mets sur les autres. Voilà. Donc je dirais que c'est plus avec certains clients avec lesquels ça a été compliqué en termes de relations, par leur comportement, par le manque d'appréciation des choses, du travail, et finalement tu mets ton énergie ailleurs. Mais un échec en particulier, j'en ai pas un de façon spécifique, je dirais c'est plus de façon générale comme je viens de le décrire. Allez, on va pas te donner de nom parce que les règlements de compte, je sais pas si c'est une bonne chose. Voilà, parce qu'on peut citer des noms, mais Mais Antoine, il connaît pas... l'histoire, en plus on n'a pas besoin de lui dire. Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ce que dit Jérémy, je pense que ça montre qu'effectivement, il y a des échecs, enfin, on peut appeler ça un échec, qui au départ nous ont fait beaucoup, beaucoup de mal et au final nous ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Moi, je vais quand même parler à l'époque, l'agent avec qui on avait un partenariat sur la NBA, qui nous a, faut juste dire ce qui est, qui nous a jamais payé sur les 2 deals de Moustapha Sonko et Jim Bilba, c'est connu. Et puis derrière, finalement, on s'est décidé à aller passer la licence. Et donc on le remerciera jamais En assez. fait, ça, c'est une opportunité derrière très de positif. pivoter et d'aller là où les gens ont envie de vous et là où votre énergie elle va être amplifiée. Et puis, Exactement. Très, très positive. Ok, super, merci. Question comme sport? Question comme sport, c'est le jeu. Le jeu. Mais ça fait 2 fois que je fais question comme ça. C'est à toi. À toi. T'aimes bien ouvrir. Ouais. Comment vous reconnaissez un futur champion au-delà du talent pur? En fait, le futur champion, on le voit dans son comportement, dans son moteur. Après, le talent, ça peut être pas effectivement le talent basket, mais ça peut être aussi des prédispositions physiques. Voilà, souvent, quand on voit avec Bouna des jeunes, beaucoup de gens nous ont, par exemple, montré de l'inquiétude sur le physique de Victor, ou même Rudy, parce qu'ils étaient grands et plutôt filiformes très jeunes. Mais en fait, c'était l'inverse, nous, qu'on voyait. C'était des grands segments, des grandes mains, des grands pieds, donc on savait qu'ils allaient encore grandir. Et donc, du coup, on voit effectivement tous les signes, et aussi, évidemment, l'environnement, je rajouterais, mais tous les signes qui te font dire que, voilà, tu as un futur gros client. C'est quoi la méthode comme sport? En fait, ce que les joueurs viennent chercher chez vous, c'est quoi exactement? Est-ce que vous avez des piliers de comme sport? C'est 3, 4, 5 valeurs qui sont... Est-ce que vous avez des choses en tête, vous avez ou pas? Moi, je peux répondre là-dessus. Vas-y. En fait, les piliers, c'est d'abord, on rêve autant que nos joueurs. Et deuxièmement, non seulement on rêve, mais on a réalisé beaucoup de nos rêves et qui donne envie à un joueur de nous confier son rêve ou qu'on l'accompagne pour réaliser son rêve. Ça, c'est le premier point. C'est le point de l'énergie, de la positivité, de l'envie qu'on a
Et depuis ce film, en plus, il y a des joueurs là qui sont montés de 2-3 crans en disant « Mais j'ai trop la dalle, mais vous me motivez trop. » Voilà, motiver. D'accord? Mais au départ, il faut qu'ils aient envie d'abord, parce qu'on ne peut pas motiver quelqu'un qui a zéro motivation. Deuxièmement, on fait tout un travail au niveau de l'environnement. Voilà, l'environnement d'un joueur, c'est probablement 30-35% de la réussite du joueur. Donc on fait un travail sur garder l'environnement. Quand on maîtrise l'environnement, il y a moins de paramètres d'échec. Ça, c'est super important. Les autres 30-35%, c'est le mental. Voilà. Et les joueurs, ils savent qu'on leur propose des plans sur tous ces aspects-là. Il y a 5 aspects. D'accord? Voilà. Cet aspect mental, c'est pouvoir déjà évaluer pour savoir où on est le joueur. Est-ce que il est né champion ou est-ce qu'il faut l'éduquer champion? De temps en temps, il faut rappeler en disant « T'es un champion, tu ne veux pas te comporter comme ça. » Voilà. Et donc, une fois qu'on a évalué, c'est essayer d'aider le joueur, nous directement, ou sinon, simplement, quand ça nous dépasse, un ou une thérapeute, voilà, qui peut accompagner le joueur au niveau mental. Et cette espèce de mentalité, elle est essentielle. Voilà. Ensuite, il y a tous les aspects, j'appelle un peu mécaniques, qui sont le travail du physique, le travail la technique, qui sont beaucoup de répétitions, le concept de 1 million, 10 000 heures, c'est ça qu'on met en place parce qu'il n'y a pas d'autre manière de réussir. Et enfin, le dernier point, c'est d'être curieux, d'apprendre à regarder les autres et à apprendre des autres. Et cette méthodologie-là, c'est ce que tous les joueurs viennent et ça marche. Ça marche, ouais. Ça marche, on a des preuves, ça marche. Puis sur le mindset, j'ai l'impression que vous êtes aussi une des premières agences à avoir travaillé justement ce levier-là de préparation mentale, mindset. Durant le Covid, on avait fait un truc qui était exceptionnel. On avait fait un séminaire sur le mindset, sur nos réseaux, et c'était ouvert à tout le monde. Hein. On était sur Instagram Live, il y avait tous les joueurs qui étaient là, et on avait invité Evan, parce que mindset, c'est top niveau. Il a vraiment envie, il est à fond, il veut être le meilleur. Et on avait invité Nicolas Rimbaud, le thème, c'était exactement le mindset. Fantastique. Ok, parfait. Prochaine question? C'est pour moi? Ouais, je crois que c'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. C'est toi. C'est quoi? Ouais. C'est rose? Rose, ouais. C'est rose. Je suis perdu, moi. Je sais plus ce qui est comme sport On est bien en et ce timing. qui est, Ça et se ce qui est mélange. personnel. Ça se mélange. Ça se mélange. Alors la France, elle joue contre qui au championnat du monde? Ah non, c'est pas le tirage. Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour continuer à être performant et progresser dans la durée? Se former. Il faut toujours se former. Auprès de qui? Se former, personnellement, lire. Moi, je lis tous les jours. Tous les jours. Tu as des bouquins à Je conseiller? lis. J'ai plein de bouquins à conseiller. Voilà, on a même offert un livre récemment à nos jeunes joueurs français. Donc, pour éduquer, parce qu'en lisant, on apprend, mais on développe aussi la concentration. Enfin, pour les joueurs, c'est essentiel de lire. Et comme par hasard, l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui de la planète, il a toujours un bouquin dans sa main. Il y a quand même un rationnel. Voilà. Deuxièmement, se former aussi à travers une formation précise, que ce soit l'anglais, on a dû apprendre, d'accord? Parce oui, je parlais un peu mieux l'anglais au départ que Jérémy, mais aujourd'hui, en fait, on parle couramment l'anglais parce qu'on s'est entraîné. Et personnellement, je fais beaucoup de travail sur la positivité et le contrôle du mindset ou du mental ou de la mentalité en faisant un travail de méditation, et j'ai un coach aussi. Des routines? Voilà, qui sont des routines tous les jours sur la positivité. Voilà, et avec ça, toute la partie technique, en fait, sur le médical, on s'entoure des meilleurs chirurgiens qui nous conseillent, on parle avec eux tout le temps. Et sur l'ensemble, on a plein d'experts qui nous coachent, en fait, sur tous ces aspects-là pour pouvoir faire d'un très très haut niveau de performance. Et encore maintenant? Tous les jours. On apprend tous les jours. On est obligé. On est obligé. On ne peut pas s'occuper de ces champions ou de ces personnes qui veulent devenir champions si on ne les élève pas. Et pour les élever, il faut travailler. Il n'y a pas d'autre secret. Ok, super réponse. Jérémy, à toi? On est sur les jeunes, c'est ça? Non, c'est pas... Ouais. Tu peux aller sur une question à toi, Bleu? Ah non, une question. Ouais, Pardon. pour équilibrer. Ouais. C'est comme Bouna a répondu, c'est vrai que je pensais que c'était une question pour Bouna. Mais la prochaine, c'est de la prochaine. J'ai fait un airball.
Quelle est la plus belle émotion et la plus dure que tu aies ressentie dans ton métier d'agent? Alors, la plus belle émotion, déjà, évidemment les titres. Je pense qu'on a vécu un beau moment en Slovénie quand l'équipe de France était championne d'Europe. C'était sympa parce que je crois qu'on avait 7 joueurs dans l'équipe, donc forcément c'était un moment fort, sans parler des coachs. On a aussi vécu les titres de défenseur de l'année. Et c'est vrai que les premiers étaient sympas parce que c'était les NBA Awards et donc on découvrait avec Rudy l'officialisation de ces victoires, de ce titre. Et il y a un moment aussi qui m'a vraiment marqué, c'est les 2 matchs de Victor à Las Vegas. Ça a été tellement kiffant, tellement jouissif de le voir marcher sur ses adversaires, entre guillemets. Parce que si tu reposes le contexte, c'était un truc que personne ne me conseillait de faire. Vous avez pris la décision du coup d'emmener Victor et son équipe Tout à fait. s'exposer du coup avant la draft. Exactement. Et là où en fait... J'ai mon cœur qui bat là quand tu me parles de Las Vegas. Jérémy, quelle image t'avais parlé de Las Vegas? On a fait le plus grand quoi encore Las Vegas? On a fait T'avais une expression comme ça, Jérémy. on a fait justement le plus, entre guillemets, en rigolant par rapport à Las Vegas, puisque c'est la ville du jeu. On a fait le plus gros jackpot ce jour-là. C'est-à-dire qu'on a gagné beaucoup de temps. Victor a gagné beaucoup de temps aussi dans la perception des Américains qu'ils avaient vis-à-vis de lui, parce que là, complètement, en tout cas, elle était définitivement actée sur le fait que c'était le meilleur et qu'il n'y avait pas de débat. Et quelle que soit l'équipe qui allait avoir le premier choix de la draft, on savait qui allait être choisi en numéro 1. Mais c'est vrai que c'était vraiment... et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'est la première fois que les grands médias américains se sont intéressés finalement à nous. C'est à partir de ce moment-là où les derniers verrous ont sauté. Voilà. Ouais, je me rappelle des interviewés, et il y avait tous les noms qui étaient listés, tous les noms de tous les joueurs. Et en fait, pendant qu'on nous interviewait, je voyais tous les noms défiler. Il y avait plein de noms. Il y avait plein de noms de draft, de joueurs draftés, de joueurs qui ont signé des contrats, etc. Et des noms défilaient. Je me dis, il faut vraiment qu'on ait tellement de noms avant de finalement avoir cette plateforme-là. Vraiment un bon moment. Et vu qu'on parle de Las Vegas et de jackpot, je pense que l'argent, c'est pas votre moteur, si je me trompe. Ça l'a jamais été parce qu'on n'a pas démarré En fait, on fait ce sport par passion. Ce métier par passion. Et c'est vrai qu'on s'est jamais... sport, on peut le voir comme ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, on fait ce métier parce qu'on aime le basket. Évidemment, on crache pas dans la soupe parce qu'on gagne très bien notre vie. Mais en même temps, ça n'a jamais été le leitmotiv. C'est-à-dire que les choses, elles se sont faites aussi de façon fluide. Et puis nous, l'avantage qu'on a par rapport à des jeunes joueurs, c'est qu'avec Bouna, on a galéré. Et on a gagné de l'argent de façon crescendo. Au fil du temps, c'était d'abord comme ça. Et puis après, c'est monté tout doucement, voilà, mais de façon progressive. Et donc, du coup, on a appris aussi à avoir un recul sur l'argent et apprendre effectivement à en tirer ou en faire bon escient, on va dire. Voilà. Mais au final, je pense qu'on n'a pas changé grand-chose sur le fait que ce qui nous a permis de commencer, c'était ce rêve de la NBA. Et là, on est en plein dedans et on a encore toujours plein de rêves à réaliser. Et ça nous drive encore plus parce que... C'est quoi le prochain rêve? En fait, le prochain rêve, c'est de pouvoir accompagner nos joueurs à être champions, que ce soit... Olympique, champion olympique en 2028, voilà, par exemple. Champion NBA, parce que là, effectivement, on a des joueurs qui peuvent être susceptibles. Champion, Rudy avec Minnesota, Victor qui est maintenant numéro 2. Je veux dire, on a des joueurs et c'est vrai qu'on a envie de vivre ça. On a eu des joueurs champions, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément des rôles hyper importants, même s'ils ont eu des rôles clés à des moments. Ouais, Yann, il a eu un rôle clé. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on a un joueur qui pourrait être MVP des finales. Donc forcément, on est sur le summum. Maintenant, et Rudy, avec la saison qu'il fait aussi, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on a envie, effectivement, et puis on a des jeunes qui arrivent, de les voir gagner, que ce soit avec les équipes de France, que ce soit en club, c'est ce qu'on va retenir à la fin, de toute façon. Ouais. Prochaine ball? Donc c'est rose ou jaune? C'est rose pour toi. Rose. Allez. Allez, c'est bon.
Il en reste plus beaucoup. Hein. Ouais. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration? Tu apprends de qui aujourd'hui? T'as appris de qui surtout avant? En fait, d'abord, très jeune agent, je crois que c'était quand le Chicago Bulls 97? 97 ou 95? 97. 97, les Bulls à Paris. Open McDonald's. On avait un objectif, c'est de rencontrer David Falk. Et on l'a rencontré. Voilà, donc on a pu apprendre donc, de lui. C'était Michael. Ouais, ce dossier Michael Jordan, géré par David Falk, ça a été une inspiration. J'avais eu une très grande inspiration, encore, je crois, beaucoup plus forte. C'est Pape Diouf, qui, à un moment donné, était l'un des agents les plus puissants en France. Il représentait quasiment toute l'équipe de France. Oui, en Europe même, hein, Voilà. dans le monde, parce que bon. Et il a eu des top joueurs mondiaux. Et il n'avait pas de contrat, il n'avait aucun contrat avec aucun joueur. Et Pape, il disait, ce qui est important, c'est la relation avec le joueur, c'est l'écoute qu'a le joueur envers toi. Et je lui ai posé plein de questions. Et c'est vrai que j'ai tellement appris que chaque fois que j'allais au Sénégal, j'appelais Pape pour le rencontrer 5, 10, 15 minutes. Et à chaque fois, il me disait, mais l'élève a dépassé le maître. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Et en fait, j'apprenais de lui. Ok. Voilà, donc... Donc, être une éponge, Et, apprendre des autres, ouais, mettre le pied dans la porte pour saisir les opportunités aussi. Georges exactement. Raveling aussi. Voilà, et après j'ai eu beaucoup de sources d'informations avec Georges Raveling, qui est d'ailleurs décédé il y a 1 an à peu près. Et Georges, ben, c'est celui qui a créé Nike Basketball, c'est celui qui a recruté Jordan, Kobe, etc. Donc quand on se rend, enfin, je l'ai rencontré pour un petit déjeuner qui a duré 3 heures, 3 heures et demie. Il m'avait amené tous ces notebooks-là. Et dedans, c'était toujours la même chose. Leadership, lecture, il lisait toujours 5 livres en même temps. Ben, une vraie inspiration. Ok. Une vraie inspiration. Et maintenant, tu mentors un peu du coup des jeunes agents ou des jeunes tout court. Oui, Transmission, c'est un truc qui te... et avant de parler de ça, il y a aussi le mentor, donc en dehors des personnes qui sont pas des mentors, qui sont plus des modèles. Quand je vois le Nelson Mandela, j'ai lu sa biographie. Pendant 26 ans, et il s'est battu pour les autres. Il est resté en prison pendant 26 ans. T'as fait le rencontrer, je crois. Ah ouais, j'ai pas pu, mais j'ai pleuré parce que j'ai pas pu le rencontrer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a naturellement ce rôle de transmettre. Donc il y a beaucoup d'agents français ou étrangers d'ailleurs, qui viennent nous rencontrer pour apprendre. Et souvent, on prend le temps de passer, de transférer, de donner quelques conseils. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu 2 agents qui m'ont dit oui, est-ce que tu n'as pas 5 minutes? Et j'aimerais prendre 5 minutes pour leur parler, au moins donner un peu de force, parce que bon, on n'est pas éternel, et si on peut impacter avec nos joueurs, mais aussi impacter des gens, c'est un peu nous ça. Jérémy, on n'est pas loin de la fin. On est sur les bleus. Bleu pour toi. On a envie de continuer, hein. C'est cool, j'adore le concept. Ça fait le loto? Alors, quand tu étais gamin dans ta chambre à Saint-Amand-les-Eaux, le petit Jérémy, il rêvait de quoi? Alors, je rêvais de ressembler à Michael Jordan, qui est en grandeur nature sur un poster dans ma chambre. Et c'est marrant parce qu'on m'a envoyé quelques photos il n'y a pas longtemps où effectivement, je pose. C'était ma première séance photo mannequin où je me prenais pour un mannequin basketteur. Voilà, avec Jordan. Dans ta chambre? Ouais, dans ma chambre, ouais. Et puis, pour dunker, je me rappelle que je me faisais plaisir à mettre le trampoline voilà, pour dunker dans la salle qui était juste à côté de chez moi dans mon quartier. Mais en tout cas, dans ma chambre, ouais, je rêvais de grandeur, je sais pas. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'amis. Et un peu à l'image de ce que j'ai fait à travers la Slam Nation et puis avec Bouna en tant qu'agent, ou ce qu'on a fait ensemble en tout cas, puisqu'on a réalisé ces projets-là ensemble. J'ai un ami qui l'a très bien, je dirais, résumé. Il m'a dit, tu as dunké par procuration avec la Slam Nation et tu as joué en NBA par procuration à travers vos joueurs. Voilà. Et je trouvais que c'était très bien résumé d'avoir assouvi ses rêves à travers l'accompagnement qu'on fait, à travers d'autres personnes, mais du coup, de le toucher du doigt malgré tout.
Et petit Jérémy, là, il dirait quoi de toi maintenant? Le petit Jérémy dirait Que t'étais, ouais. Moi, je sais ce qu'il dirait. Vas-y. Le petit Jérémy, il dirait, c'est incroyable ce que tu as fait. Même moi, je ne pensais pas que tu allais aller aussi. Mais ça, c'est pas moi de le dire. C'est la vérité. Alors, qu'est-ce que Comsport nous dit? Quelle a été la séparation avec un joueur la plus difficile à encaisser et pourquoi? Ah, c'est dur cette question, hein. Parce que toutes les séparations sont difficiles, dans le sens où je pense pas qu'il y en a une qui soit plus douloureuse que l'autre. Je dirais, je vais donner 2 cas, d'accord? Il y a, sur la plupart des séparations, on est avec le joueur, on croit en lui, on lui apporte plein de choses dans sa vie. Souvent, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, et on aide ce joueur à devenir un homme. On l'aide à devenir un homme positif, souriant, mature, et on réussit des choses incroyables, des drafts super hautes, et tout à coup, on n'entend pas parler des problèmes, et il y a un mur qui se passe alors qu'on est en train de sprinter ou de courir, et on se prend le mur en face, là, pas, voilà, et là c'est dur, c'est très très dur. Voilà, donc c'est le premier cas, et franchement il n'y a pas un cas, il y a beaucoup de cas. Voilà. Ensuite, il y a certains cas où effectivement on se bat pour le joueur, on croit au joueur, mais le joueur, on n'a pas une relation saine, on n'a pas une relation excitante, c'est une relation très dure, on souffre, quoi. On a du mal à créer une relation. Ouais. Ou alors par rapport à l'environnement, par rapport à un joueur qui est stressé tout le temps, un joueur qui est toujours inquiet, ou c'est painful, quoi. C'est-à-dire que c'est dur, ou quand le joueur, on le perd, oui, on n'est pas content, mais on est là en train de se dire, c'est bon, on s'est enlevé une épine d'un pied, et là, on n'est pas content, mais parce qu'on a quand même perdu un joueur, mais on rebondit beaucoup plus vite, et on a beaucoup plus de temps et beaucoup plus de positivité. Et les chemins se séparent, mais peuvent aussi après se rejoindre. Voilà, et des fois, les chemins se rejoignent. Pourquoi? C'est des gens qui, à un moment donné, il y a une séparation, mais pas obligatoirement, et une séparation qui s'est bien passée. Et le joueur souvent est revenu avec des arguments en disant, voilà, j'étais jeune, j'ai fait plein de conneries, et franchement, je vous demande pardon, parce que je ne me rendais pas compte de tous les enjeux. Vous avez fait tout ce que vous avez fait, est-ce que je peux revenir? Voilà, on se dit, attends, on va prendre le temps, parce qu'on a souffert. Prenons le temps, des fois, il s'est passé 1 an et demi, 2 ans avant qu'on se relance. Super. Question pour Jérémy, il en reste 3, on pourra tous les faire, et après... C'est pour toi la jaune. Oui, tu finiras. Bon, peu importe. Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait d'incroyable pour convaincre un joueur? Quelque chose que les autres ne font pas? Une anecdote vous vient en tête? Louer la voiture? Hein? Je dis louer la voiture. Finale du championnat d'Europe en Grèce. En U18? On a failli mourir. Ouais. À Maliada. Et puis, Nice aussi. Enfin, il y a plein d'anecdotes. Je te laisse choisir. Ouais. Peut-être t'as quelque chose en tête. Ou celle après la drape de Victor en Slovénie, c'est ça aussi? Ouais. En Serbie. En Serbie. Ouais. En fait, Bouna décide de passer par la Bulgarie. Et je lui dis, bah, j'ai pas encore booké, moi. C'est quoi ton itinéraire? Et puis il me dit, bah, je passe par Sofia, prends un vol, on se rejoint là-bas, et puis on prend la route, et puis en fait, on va. C'est 2 heures, c'est moins de 2 heures. Voilà. De Sofia, Géographiquement, c'était géographiquement. plus proche. Voilà, géographiquement, on va dire. Puis en fait, on arrive à Sofia, on va chercher notre voiture de location, et puis au moment de terminer les papiers, de finaliser le dossier, qui avait pris un peu de temps d'ailleurs déjà, et il nous pose une question, est-ce que vous allez sortir avec le véhicule du pays? Et là on dit, bah oui, justement, on va en Serbie pour voir un tournoi de basket. Ah, alors là, c'est plus la même chose. Laissez-moi appeler, donc ils appellent, c'est plus le même contrat, c'est plus, voilà, donc ça reprend beaucoup de temps. Finalement, c'est assez fastidieux. Et puis bon, bref, on finit par avoir la voiture, les clés, on démarre, on met le GPS et on est parti. Et puis là, très rapidement, au bout de peut-être
une demi-heure, 40 minutes, on se retrouve dans un bouchon. Donc, on ne comprend pas, puis on voit le bouchon, je regarde l'heure sur le GPS, il m'annonçait 6 heures ou 7 heures pour arriver à destination. Et en fait, on était sur la route où toutes les voitures, tous les gens de Turquie venaient pour aller en Allemagne. Et ils passaient par cette Des frontières de la CE, quoi. Donc, il y avait... Et il fallait s'arrêter à la frontière, il fallait remplir des documents. Mais Et t'as raté le match ou pas? Alors, on est arrivé à la fin du premier quart-temps. Et heureusement, le match était le soir parce qu'on était censé arriver en début de journée. Et heureusement que le match était le soir. Et puis finalement, on est arrivé à la fin du premier quart-temps. Mais surtout, l'anecdote, c'est que quand on est arrivé là-bas, tous les gens de la NBA, que ce soit des scouts ou quelques JM ou assistants JM, ils nous ont regardés en nous disant « Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Vous venez d'avoir le numéro 1 de la draft, le numéro 7, et vous avez eu 3 joueurs à la draft cette année, dont le numéro 1, mais qu'est-ce que vous foutez ici ?» Mais en fait, on était allé voir un de nos jeunes qui jouait et on voulait effectivement le voir tout simplement, parce que c'est notre passion. On avait plusieurs en plus en équipe. Ouais, on avait plusieurs joueurs, ouais. Mais là, donc le joueur, il voit ce sacrifice-là, mais je ne sais pas s'il mesure. Parce qu'il ne mesure pas, en fait. Qu'au retour, on a mis 8 heures en plus. Oui, sans compter des galères. Le fait de pouvoir enchaîner ces éléments de la draft et de pouvoir être présent. Mais jamais de la vie, il y a un agent NBA qui va là-bas pour voir un match. Jamais de la vie. Hein. Voilà, on l'a fait. Ça, c'est votre vraie différenciation par rapport aux autres, c'est que vous allez On est là. On est là. sur les terrains. Mais qu'est-ce qu'on aimerait que ce Comme soit il y a 2 apprécié. semaines. 2 semaines, on était allé à Charenton voir un match de l'INSEP jouer pour voir nos jeunes. Et puis voilà, mais ça n'existe pas. Dans ce milieu-là, il n'y a pas d'agents NBA qui vont voir des matchs de U18, que ce soit à Charenton, que ce soit même au championnat d'Europe, quand bien même c'est l'équipe de France. Ça sera peut-être leur représentant européen, mais il y a pas ça n'existe pas. Puis quand tu dis mesurer la valeur de vos 2 yeux respectifs, Ben oui. des années passées à scouter sur un joueur, Qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit apprécié et surtout qu'on se rappelle de ça avant, parce que ça provoque plein de choses sur l'évaluation. Ça change notre manière de faire la promotion du joueur, ça change notre manière de designer le game plan pour le joueur. Et derrière, le joueur, il a plus de chances d'y arriver. Mais on dirait que quelques années plus tard, on oublie tout, quoi. Et c'est dommage. C'est à moi ? 2 dernières. Ah non, tu viens de prendre ta volée. Je m'appelle Jérémy maintenant. Alors, comment tu prends soin de toi quand tu es constamment au service des autres ? Eh ben, ma femme me dit, tu aimes plus tes joueurs que tu t'aimes toi-même. Voilà. Et elle a raison. Donc, C'est qui ton premier client? mon premier client, je ne peux pas te dire. Non, mon premier client, c'est probablement ma femme. Okay. Et puis, voilà, c'est comme ça que je l'ai resitué en me disant, voilà, je vais essayer de m'occuper d'elle, de lui faire un game plan. Non, mais sérieusement, parce que sinon, à un moment donné, on perd un peu le nord. Donc du coup, C'est marrant, j'ai fait la même chose. Ouais, je me positionne en me dire, parce qu'à un moment donné, en fait, on se forme, et quand on se forme, en fait, on prend des conseils qui nous apprennent comment connecter mieux avec des gens, et puis conseiller, quoi. Voilà. Et en fait, donc le concept de routine, c'est quelque chose qui permet d'aider un joueur à aller très loin. Donc on a mis en place des routines, mais des routines envers nos familles. Donc je rentre chez moi, le premier truc que je fais, je prends ma fille ou mon fils ou mon autre fille, on va au Starbucks, on prend 15-20 minutes et on part. À ce moment-là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, on part. Voilà. Et ensuite, je prends 15-20 minutes et tiens, je vais te masser les pieds. Pardon ? Oui, installe-toi. C'est des petites routines qui... Mais là, on attire l'attention et on montre qu'on est là. Et là, il n'y a pas de téléphone non plus. Donc, plein de petites routines que j'ai pu changer. Et pour toi, parce que tu donnes plein de conseils aux joueurs de nutrition, sport, est-ce que toi, tu incarnes ces trucs-là? Parce qu'en fait, c'est cool de dire aux joueurs, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu manges bien, que tu fasses un peu de sport. Ouais. Est-ce que toi, tu t'incarnes ce changement-là aussi chez toi? Écoute, alors, dans la théorie, oui. Quand je suis chez moi à Dallas ou à Paris et je ne bouge pas, oui.
Et comme je suis toujours en train de bouger, et toujours on veut être aussi les maîtres du temps, c'est qu'on veut être partout. Donc fatalement, ce que j'ai changé, c'est par exemple de marcher. Donc j'essaie de marcher beaucoup. Et depuis, je sais pas, 7 ans, j'ai dû perdre, je sais pas, 20 kilos. Et quand il est au bureau, au lieu de passer ses coups de fil dans le bureau, en fait, il ouvre toutes les portes et il marche dans le bureau. Non, je rigole. Donc c'est le marché, je peux le faire à Dallas. Voilà, des fois, je suis au téléphone, je fais le tour du pâté de maison et à la fin de la journée, j'ai 10 000 pas. Et au moins, je suis actif. Mais quand je peux faire mon yoga, faire ma méditation, etc., faire mon vélo à la maison, bah, je le fais sans aucun problème, sauf que je suis toujours en train de bouger. Après, ma femme me dit, écoute, pas d'excuses, il y a des salles de muscu partout, salles de sport dans tous les hôtels. Mais 1 heure. J'ai rencontré un gars qui est un mec qui gère des milliards, enfin successful, enfin un mec. Et il me disait, écoute, voilà ce que je fais, et tu devrais essayer. J'ai demandé à mes assistants, parce qu'il y en a 7, de ne pas boucler un meeting avant 10 heures. Et le matin, j'ai 2 heures. C'est pour moi. Je lui ai dit, ouais, mais toi, t'es bien gentil. Nous, on dépend des autres. Quand il y a un problème le matin, on est obligé de le régler. Et tout de suite, on ne peut pas attendre en disant, ah, non, il faut réagir. Notre métier, c'est un métier de réactivité. Quand il y a un problème, il faut le régler tout de suite. C'est notre problème. Est-ce que tu as appris à dire non? J'ai beaucoup progressé. Maintenant, je sais dire non, mais pendant des années, j'ai souffert avec ça. Voilà. Alors, ce que je fais en revanche c'est méditer et lire tous les jours, quoi qu'il arrive. J'ai ma méditation. Donc là-haut, je suis sous contrôle. C'est très clair dans ma tête. Tu es aligné. Je suis très aligné, je sais exactement où je vais. Et surtout, je suis heureux. Et je ne suis pas plus heureux aujourd'hui qu'il y a très longtemps. Hein. Je suis juste heureux. Est-ce que tu savoures aussi aujourd'hui Oui, on savoure, on réalise. Mais c'est le film qui nous a fait savourer. Moi, ça m'a... Oui, on savoure, bien sûr, on savoure le parcours. C'est fou. Mais ce qu'on réalise, c'est que on est des vrais fous, quoi. Parce que ce qu'on a fait, c'est impossible. Les films, c'est une bonne thérapie. Hein. C'est impossible. Mais parce qu'on l'a fait, c'est possible. Et comme tu dis, le film, c'est une vraie thérapie. Parce qu'il y a côté machine à laver, et là, d'un coup, tu appuies pause, puis tu regardes un peu dans le rétro, ce que vous n'avez jamais fait, tu vois. Là, c'était l'occasion aussi de le faire. Le rétro, il y a trop de choses dedans. Le rétro, on regarde, là, on se dit, oh merde, tu te rappelles de ça? Oh là là. Puis ça remonte. Et quand ça remonte, là, les émotions sont là. En ce moment, ça bouge beaucoup, là. Ouais, mais au final, c'est un super hommage pour nous, pour nos femmes, nos mamans, tout notre entourage. Mais on rend quand même hommage à tous ces joueurs qui sont restés loyaux, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, tout le monde, ils les ont tous aidés. Et puis on avance. Et moi, je remercierai jamais assez Anthony Marciano et Margot Marciano et toute la prod, et ainsi que les acteurs, que ce soit les acteurs principaux et tous les acteurs, les figurants. Parce que ce film, en fait, moi j'ai ma mère, que demain on a les funérailles, et elle s'est accrochée jusqu'à la sortie de ce film, de cette avant-première. Et finalement, ça aurait été un crève-cœur, quoi, qu'elle puisse pas le voir, et qu'elle puisse aussi, elle aussi, voir en Le fruit image de son travail. voilà, le fruit du travail commun, de son éducation qu'elle m'a donnée, et qu'on voit aussi à travers ce film en réalité. Qu'est-ce que t'as dit du coup? Ah bah elle était fière. Elle était fière. Ouais, Ouais, elle était fière. Ouais, elle était très fière. Bon timing ce film. Hein. C'est dans, Ouais. Comme quoi il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie. Ouais. C'est une question de... La vie est bien faite. Des fois, on se pose des questions, hein, mais parce que des fois, on se dit, mais ça arrive quand, et finalement, on dit, bon, écoute, reste patient, ça arrivera, ça doit arriver, et puis on enchaîne. Ouais. Parce que cette cahier-là, tu l'as fait aussi pour ta maman, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est aussi pour la remercier de tout ce qu'elle t'a donné au départ. Ouais, et puis bon, ça nous a permis aussi de nous-mêmes aussi les aider, de leur donner une meilleure qualité de vie, de prendre soin d'elles, et puis de les rendre fiers, parce que finalement, tout ce qui se passe, quand il y a un article qui sort, une vidéo et tout ça, bah, elles apprécient toujours de nous voir. Et puis là, le film, c'est d'autant plus de notre vivant. En général, les biopics,
c'est quand on est mort. Mais là, effectivement, c'est de notre vivant et on est encore en pleine activité. Voilà. Donc Vous avez pleuré devant le film? Bien sûr. On a tous pleuré. Même mon fils de 16 ans, que j'ai pas vu pleurer depuis qu'il est tout petit, il a pleuré. Puis on arrive à la maison, il me dit mais papa, moi je savais pas que tu avais galéré comme ça. Ah ouais? Mais oui, parce qu'il a 16 ans, il est arrivé au moment où ça allait commencer à aller. Voilà. Et on en pleure encore parce qu'au bout de la 4e fois, avant-hier, je regardais et j'ai encore le mouchoir. Ça sort parce que bon, il y a trop de souvenirs, Ouais, c'est vrai qu'on oublie la douleur. On se rappelle plus comment ça fait mal. Mais ça fait mal, à un moment donné. Et c'est ça qu'on pense à ça, et puis après, derrière, on se dit, il y a 30 ans. Effectivement, on aurait pu choisir des voies peut-être plus fun. Mais en même temps, aujourd'hui, le niveau de fun, il est vraiment là, quoi. Pour finir, une phrase ou un mot sur ce que vous avez vécu lors de cette interview. C'était des bonnes questions. C'était des questions elles nous ont toutes parlé. Moi, je vais sortir le mot, je vais mixer, je vais donner 2 mots. Mindset et caractère. Parce qu'en fait, quand tu as cet esprit formaté pour aller là où tu veux aller, donc le mindset, et que tu rajoutes cette caractère, donc cette force de répéter, de continuer, il y a une formule quand même magique dans ça. Et c'est ce que je retiens dans tout ce qu'on a parlé là. Je crois qu'on peut en parler encore pendant des heures. Puis joli, c'est positif. Joli mindset. C'est vrai que c'est quelque chose de... Vous avez aimé la qualité des échanges? Ouais, fantastique. Ouais, super. Là, il y a sans prétention, il y a quand même beaucoup à apprendre de notre expérience. Parce qu'on a vécu beaucoup de choses et on a traversé beaucoup de moments. Et il y a quand même, on va dire, un truc directeur là, qu'il faut garder, quoi, qui est simple. Hein. Abnégation, patience, consistance, et on y va et on répète. Routine. Ok, merci à tous de nous suivre sur Joli Mindset. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, j'ai passé un super échange avec vous, Bouna et Jérémy. J'ai vraiment apprécié, d'autant plus dans une période où vous faites la promotion du film et qu'il y a beaucoup de sollicitations. Donc un grand merci à vous. Donc Joli Mindset, c'est sur YouTube. YouTube. Ah, je vais m'abonner tout de suite. YouTube pour le format vidéo et aussi pour le format audio, Deezer, Spotify, Apple Podcast. D'accord, super. Super concept. Please remain seated.